chères toutes, chers tous. C'est le grand jour. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de la région Occitanie, au nom de la présidente Carole Delga. Mais vous êtes ici chez vous, citoyens d'Occitanie. Alors évidemment, dans un cadre strict, au regard du contexte, nous aurions dû accueillir une grande foule, mais nous sommes 40 privilégiés aujourd'hui dans l'hémicycle de l'hôtel de région. Je suis très heureuse d'ouvrir la 2e édition du concours d'éloquence présenté par les étudiants du Collège supérieur de droit et les élèves de l'école de la deuxième chance de Toulouse dans le cadre des projets citoyens de la faculté de droit. Et sans plus attendre, je remercie la représentante du Collège supérieur de droit, Florence Crouzatier-Durand, qui est responsable des projets citoyens et qui a supervisé l'organisation de ce grand rassemblement. Pour celles et ceux qui se demandent en quel honneur je prends la parole dans ce protocole, vous avez vu, très serré, notamment les étudiants que j'ai eus en cours, eh bien, évidemment, dans un exercice un peu schizophrénique, j'ouvre la cérémonie en qualité de conseillère régionale déléguée au réseau des écoles de la deuxième chance et présidente de l'école de Toulouse. Et c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui, devant ce jury magnifique, prestigieux. Je citerai en premier le professeur Vanda Mastor, spécialiste de droit constitutionnel, de droit américain. Elle a un CV long comme un jour sans pain. Je ne vais pas l'égrener ici, le temps est trop serré, mais ce que je sais, c'est que c'est mon amie. Merci Vanda d'être ici. Ma chère collègue Yam Moines, maître de conférence à l'Université Toulousain-Capitole, avec qui je partage, je pense, le même regard sur notre mission d'enseignant, celui d'accompagner à la réussite. Et je sais, ça a été une responsable de l'antenne de Montauban, très efficace, très bienveillante, et voilà, et on te regrette, sache-le. Oui, le même regard parce que c'est l'accompagnement. Accompagner, c'est assurément le plus joli mot dans la langue française. C'est une belle image dans l'étymologie latine. Marcher avec un compagnon, cumpanis, celui qui partage le pain. Et je pense que pouvoir associer Florence, Vanda, les formateurs, où est-ce qu'ils sont les formateurs de l'école de la deuxième chance? Où sont-ils? Ici. Merci d'être là. Parce que dans les apprentissages, les savoirs que nous transmettons, je pense que nous allons dans la même direction. Celui que nous montre Montaigne, former, enseigner, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Et vous allez voir que tout à l'heure, il y aura des étincelles. Je voulais respectueusement et chaleureusement remercier également le bâtonnier, maître Bertrand Desarnaud, avocat au barreau de Toulouse. Un concours d'éloquence sans avocat, c'est comme un guacamole sans épices. L'art de convaincre, vous en avez fait votre métier, votre mission, au service de la justice, à hauteur d'homme. C'est évidemment le cœur donc, de votre métier. Et merci du fond du cœur d'être à nos côtés. Alors ce concours d'éloquence, il met en scène celles et ceux qui, a priori, avaient peut-être peu de chances de collaborer. Les étudiants du Collège supérieur de droit, pardon pour la formule triviale, c'est la crème des étudiants de la faculté de droit, au parcours académique excellent, et avec eux, les élèves de l'école de la deuxième chance. Alors ça me donne l'occasion de faire un petit focus sur le dispositif école de la deuxième chance. Nous avons 10 écoles en Occitanie, et donc je suis déléguée à ce réseau. Dispositif qui est intégré au plan régional de formation professionnelle. Il s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans, sortis très tôt du système scolaire, sans diplôme, sans qualification, sans formation, très éloignés de l'emploi et souvent en décrochage social. Donc, dans un jargon un peu techno, c'est un dispositif de formation professionnelle. Mais l'école de la deuxième chance, et surtout, évidemment celle que j'aime en particulier, celle de Toulouse, c'est surtout une école de la confiance retrouvée, de l'émancipation, de la réparation aussi face à un système éducatif qui a peut-être abîmé nos jeunes,
qui ne sont pas des décrocheurs comme on peut les présenter souvent, mais plutôt des décrochés de l'éducation nationale. C'est l'école de la revanche sur la vie, qui n'a pas fait de cadeau. Et ici, dans cette école, les jeunes s'autorisent à imaginer un avenir choisi et non subi. Mais parce qu'ils ont du talent, ces jeunes. Alors ils ne le savaient peut-être pas quand ils sont rentrés à l'école. Au contraire, peut-être ont-ils éprouvé un sentiment d'inutilité, d'exclusion, et qui a abîmé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Eh bien, au contraire, l'école, c'est une école qui contribue à l'insertion professionnelle, à l'inclusion sociale et citoyenne de nos jeunes. Alors, je suis aussi heureuse, chers étudiants, de vous accueillir. Je vous félicite et je pense que mes collègues se joignent à moi pour vous féliciter pour votre engagement au service des autres. Vous êtes la fierté de notre université. Dans ce qu'elle a de meilleur, dans l'excellence et dans l'engagement au service de responsabilités sociétales. Et le projet citoyen, évidemment, en est l'illustration magnifique. Et je pense que ces projets citoyens éclairent notre rôle en tant qu'enseignants. Alors évidemment, nous transmettons des connaissances, des savoirs. Mais une tête bien pleine, évidemment, ne suffit pas. Nous sommes là également, il ne faut pas l'oublier, pour vous apprendre à vous projeter sereinement, en confiance, en compétence dans la vie professionnelle. Mais il ne faut pas oublier une dimension également de notre engagement universitaire, parce que nous sommes également là pour contribuer à faire de vous des esprits libres, éclairés, émancipés, des citoyens engagés dans la cité, ancrés dans le réel, ouverts aux autres et enrichis par les autres. Et je pense que vous nous le direz tout à l'heure, cette expérience a été humainement riche par les échanges qu'il y a eu entre vous, les jeunes, parce que vous êtes avant tout des jeunes. Voilà. Et je terminerai par une note personnelle, si vous le voulez bien, parce que c'était émouvant pour moi de voir côte à côte des étudiants, et mes étudiants, nos étudiants et nos élèves de l'école de la deuxième chance, parce que c'est un peu la rencontre, la synthèse entre mon engagement professionnel et mon combat politique, combat contre l'assignation à résidence, contre les déterminations sociales, culturelles, économiques qui clouent au sol. C'est mon engagement, c'est la bataille pour l'égalité des rêves et de leur accomplissement, l'égalité dans l'espoir d'accomplir, de réussir sa vie, parce que cela donne du sens, évidemment, dans une vie. Voilà, et je pense que tous ici, nous partageons, au regard de nos parcours différents, cette ambition, celle d'échapper au destin qui semblait, pour peut-être chacun de nous tous, tracé. Voilà, je vous remercie, et j'aimerais peut-être appeler ici Vanda Master pour nous dire quelques mots. Merci. Merci, Madame la conseillère, et surtout ma très chère amie Nathalie. Juste vraiment une petite minute, on m'a demandé de m'exprimer. Je voulais tout d'abord remercier sincèrement la région qui nous accueille, parce que quand même, par rapport à tout ce que tu viens de dire dans ton très très beau discours, je pense que pour ces étudiants et élèves, l'apparat est quand même assez impressionnant, donc il ne faut pas que ça vous tétanise pendant vos prestations, évidemment. Donc merci à monsieur le directeur, monsieur le bâtonnier et Florence Crouzatier quand même, qui est l'organisatrice de tout cela. C'est un bonheur quand même de voir des gens en vrai. Je suis toute intimidée, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Je vous dirai juste un mot sur le concours d'éloquence. Déjà, il faut que vous sachiez que c'est très à la mode de nos jours. Vous avez dû voir passer beaucoup, des films aussi, hein, ce film, notamment, je pense, celui avec Daniel Auteuil. C'est très à la mode, ça ne l'était pas du tout quand j'avais en tout cas votre âge. Les concours d'éloquence sont très, très en vogue dans le monde anglo-saxon. Ils l'ont toujours été. Parce que dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire Royaume-Uni et États-Unis, on considère qu'un bon étudiant n'est pas un étudiant qui a eu des mentions. C'est un étudiant qui, à un moment donné, s'est prêté au jeu des concours d'éloquence, des concours de plaidoirie, peu importe les termes. Pour plein de raisons. Notamment parce qu'on attend d'un très bon futur avocat ou juge, eh bien, qui sache, à un moment donné, échanger en réalité. Donc, moi, je suis particulièrement heureuse d'être là. Bon, d'une part, parce que j'ai découvert, grâce à Nathalie, l'école de la deuxième chance l'an passé, que je ne vais pas vous mettre la pression, mais que le niveau avait été formidable. J'en avais même pleuré d'émotion. Et je suis toujours en lien avec
un jeune homme du binôme vainqueur. On s'écrit souvent. Et à l'époque, il parlait à peine français. Il était de nationalité marocaine et italienne. Et je peux vous dire qu'en un an, la manière de l'évolution, la maîtrise de sa langue est absolument fondamentale. Ils avaient vraiment été, enfin, tout le monde avait été très bon. Mais c'est vrai que cette équipe vainqueur avait quand même été assez exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Donc, pardon de ne pas m'adresser au Collège supérieur de droit. Bon, pour vous, les choses sont peut-être plus faciles. Vous avez plus l'habitude de savoir ce que c'est que la rhétorique, l'échange, la plaidoirie, etc. Mais pour les élèves de la deuxième chance, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Bon, déjà, je pense que vous avez pris plaisir à échanger pendant ce mois avec nos collégiens. Ça, j'en suis sûre. C'est déjà important, surtout en cette période. Les échanges humains, c'est précieux. Et puis, l'éloquence, en fait, ce n'est pas non plus que se faire plaisir et essayer de bien apparaître en public. Et je finirai, j'avais vraiment prévu d'être très brève, par une petite expérience que j'ai eue au sein de l'école à deuxième chance. Donc, j'ai eu la chance, grâce à monsieur le directeur, de venir faire une petite intervention avec certains d'entre vous. Le thème, c'était sport et élévation sociale. Et à la fin, j'ai fait un tour de table pour vous dire, chacun individuellement, donc, selon vous, quel est le critère de l'élévation sociale. Et il y en a un que je ne vois pas ici, qui a répondu « Le critère pour moi de l'élévation sociale, c'est commencer par avoir confiance en ce que je suis ». Et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, c'est tout simplement très vrai. Et vous exprimer en public, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, là, vous ne venez pas tous des mêmes mondes, hein, on va dire ça sans être politiquement correct, évidemment, c'est évident. Certains du Collège supérieur de droit sont peut-être enfants de magistrats, d'avocats, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais tout se travaille dans la vie. Moi, je crois beaucoup, vous le savez, enfin mes étudiants le savent, la valeur du travail est la valeur fondamentale de la vie, tout simplement. Tout ce travail et la confiance en soi, mais certains l'ont plus que d'autres, l'ont moins que d'autres, pour des tas de raisons d'ailleurs, souvent des accidents de vie. Eh bien, se forcer à s'exprimer en public devant des gens un peu impressionnants, parce que, voilà, ils sont monsieur le bâtonnier, monsieur le directeur, parce que l'amphithéâtre est impressionnant, parce qu'il y a une conseillère, quand même une élue de la région, c'est pas rien. Mais d'un autre côté, dites-vous juste que vous êtes là pour prendre du plaisir. Voilà. Moi, je me fous de savoir si vous avez été vraiment brillant, pertinent, parce que vous l'êtes tous, en fait. En revanche, j'aimerais que vous preniez beaucoup de plaisir, parce que nous, on va en prendre beaucoup en vous écoutant. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà, quelque part, l'éloquence, savoir s'exprimer en public, c'est aussi mieux s'accepter, moins se mépriser et plus s'estimer, en fait. Ça fait partie de l'estime de soi. Donc, c'est très important. C'est un exercice. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants à la faculté de droit qui ont beaucoup de mal, hein, des étudiants qui vont jusqu'en M2, et à l'oral, ils ont un problème d'expression. Eh bien, c'est très important, parce que vous passerez peut-être demain les entretiens d'embauche, ou peut-être pour draguer quelqu'un en soirée, s'exprimer. À un moment donné, il faut y aller, il faut être courageux, et il faut se lancer dans l'arène. Bon, voilà, j'ai trop parlé, merci encore, et bon concours. L'éloquence, c'est l'art de convaincre, et j'appelle ici Maître Desarnaud, qui va nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous étonner, mais je suis très intimidé, sincèrement. Ça, c'est une première expérience que je peux vous transmettre déjà, c'est que le trac, ça ne disparaît jamais. Alors moi, je ne vais pas vous faire un concours d'éloquence. Moi, je suis dans une position très confortable, je peux dire ce que je veux. Et je suis d'abord très honoré, je tenais à vous le dire, d'être témoin de votre future prestation et d'assister à cette prise de parole par vous, qui est la définition même de l'éloquence. Un de mes confrères, Bertrand de Perrier, a dit « Moi, plutôt que de parler de l'éloquence, je préfère de parler de l'art ou du courage de prendre la parole en public. » Et rien que pour ça, déjà, je suis touché par le courage dont vous allez faire preuve et dont vous avez déjà fait preuve en vous inscrivant à ce concours. Alors, quelques observations seulement. On peut pas... Vous savez, l'expérience est un peigne pour le chauve. Ce qu'on dit, ça ne sert pas à grand-chose aux autres, mais quand même, on peut essayer de témoigner quand même, c'est une prise de parole de témoigner de quelques éléments dont je suis convaincu par l'exercice, par mon trajet personnel et puis l'exercice de ma profession. Je commencerai par une confidence. Ce matin, j'écoutais en podcast, j'aime bien les podcasts, une émission à la radio, et il y avait un animateur qui s'exprimait assez bien en faisant une confidence. Il disait « Dans ma jeunesse, à une période où j'étais un jeune gauchiste militant et convaincu, je me souviens avec regret d'une scène au cours de laquelle, fort de mon éloquence et fort de ma supériorité d'éloquence, j'ai écrasé mes parents,
que je considérais comme des petits bourgeois obtus. Maintenant, ils sont morts. J'ai le remords de ne pas les avoir interrogés, de ne pas avoir fait preuve de curiosité envers leur trajet personnel. Et je pense que cette confidence, elle dit tout. C'est-à-dire que l'éloquence, ce n'est pas un art d'écraser, hein. Ce n'est pas un art de briller. Hein. C'est un acte d'humilité, de curiosité à l'égard de l'autre. Et elle implique, retenez-le bien, et ça devrait vous enlever vos dernières appréhensions, non pas une super technicité, hein, mais cette finesse du cœur qui, quand elle fait défaut, peut être désastreuse. Autrement dit, ce que vous allez livrer comme prestation, ce n'est pas seulement une affaire de technique et de performance. Elle suppose, cette éloquence, la faculté d'écouter, et je pense que vous l'avez, savoir se taire d'abord, écouter dans le silence. Les avocats, quand ils se forment, ils commencent par aller dans les prétoires pour écouter leurs maîtres, ceux qui sont beaucoup plus calés qu'eux, qui sont plus expérimentés. Et c'est une excellente école, parce qu'il y a un phénomène de mimétisme qui se produit. Donc savoir se taire, écouter dans le vent, comme dirait Dylan, hein, écouter ce souffle comme ça, qui anime les mots, et vous avez la possibilité, et vous commencez déjà, de vous ouvrir au trésor de notre langue, à la présence qui vous est accessible, que vous pouvez maintenant y accéder, des génies de la littérature et de la poésie. Elle est aussi pour vous, la poésie, elle est pour tout le monde. Et vous allez vous ouvrir au mystère de la parole qui caractérise l'être humain. Alors si on doit retenir une chose, c'est que l'éloquence, elle est au service de la parole. Hein, n'oubliez pas, c'est ça, c'est un instrument. Hein, n'en faisons pas, n'idolâtrons pas l'éloquence. Hein, c'est pas le but. Et retenez également, puisqu'on va parler de la parole maintenant, et je pense que c'est important de le retenir, l'éloquence, elle est au service de la parole, sinon elle n'a pas d'utilité. Hein. On peut dire par exemple Hitler était un bon orateur, bon, mais vous avez vu le désastre. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas le fruit d'un hasard, et retenez-le bien, c'est intéressant de s'y pencher. Si dans les épreuves les pires qu'on peut rencontrer un être humain, les épreuves les plus dramatiques, hein, au fin fond d'une prison, au fin fond d'un univers carcéral, au fin fond d'un camp de concentration, eh bien, on a le témoignage qui était absolument exceptionnel, qui est extraordinaire, de personnes variées et diverses, qui témoignent toutes de l'importance du verbe et de la parole. Vous aurez peut-être l'occasion, en tout cas je vous invite à les lire, parce que c'est ça qui est formidable. Avant de parler, c'est bien aussi d'écouter et de s'imprégner. Lisez Geneviève de Gaulle, par exemple, dans son ouvrage « Le secret de l'espérance », où, au fin fond d'un camp de concentration, elle exprime qu'elle aurait bien sacrifié un pain, et on savait ce que c'était qu'un pain dans le quotidien d'un détenu, pour un poème. Lisez Georges Semprun, par exemple, dans L'écriture ou la vie, qui témoigne d'un moment exceptionnel où il retrouve au fin fond, je crois qu'il était à Buchenwald, de la joie qui l'envahit parce qu'il arrive enfin à retrouver 3 vers de Dante dans la Divine Comédie qu'il avait oublié et qu'il avait essayé de partager avec un de ses co-détenus italiens. Et puis, retenez par exemple un ouvrage extraordinaire comme Primo Levi, hein, dans « Si c'est un homme », qui a écrit un poème magnifique hein, qui s'appelle « Si c'est un homme » et que vous lirez, où vous allez pouvoir comprendre l'importance de cette parole. Enfin, retenez une chose importante, aujourd'hui ça ne peut pas être l'exemple le moins approprié, c'est le mieux approprié, c'est le témoignage de personnes qui n'ont pas eu la chance, comme vous peut-être, de suivre au départ un apprentissage fabuleux et qui même ont fait des trajets très très difficiles. Je pense à une personne qui connaît bien Toulouse malheureusement, puisque son fils y a été assassiné par Mohamed Berra. Je pense à Latifa Ibn Ziaten, qui porte le nom, d'ailleurs, c'est une chose dont je suis fier, elle porte le nom d'une promotion d'avocat. Et elle est venue, d'ailleurs, témoigner devant les élèves. Cette femme qui ne connaissait pas bien le français, qui n'avait pas d'instruction, a pris la parole devant 120 élèves avocats le jour de leur prestation de serment. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas fait œuvre de performance technique ou de littérature, mais il régnait dans la salle, quand elle a parlé, pendant 20-25 minutes, un silence particulièrement éloquent, où elle avait réussi, avec des mots très simples, à témoigner non seulement de la douleur d'une mère, mais de la façon dont elle avait sublimé pour aller dans les écoles,
dans les prisons, dans les banlieues, pour témoigner qu'il était absurde de penser qu'il pourrait y avoir à nouveau une victime d'un nouveau Mohamed Merah. C'est ça que je vous invite à retenir. Alors après, le reste, j'avais préparé des éléments pour vous dire, mais ils sont déjà superflus. Je crois que là, je vous ai dit l'essentiel. Ce que je tiens à vous indiquer, c'est qu'effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure, prenez confiance en vous. Soyez les auteurs, n'hésitez pas à prendre la parole. Être auteur, c'est avoir de l'autorité. Respectez votre singularité, vous n'êtes pas obligé de singer ou de mimer, comme l'ont fait beaucoup d'avocats dans leur jeunesse. Ils ont des maîtres, et puis ils les imitent à l'extrême, ils les singent. En réalité, il faut retrouver votre personnalité, votre singularité, et c'est en le faisant que quand vous allez vous adresser à l'autre, vous allez arriver à cette communion qui est extraordinaire, de l'intime et du singulier, avec ce qui est universel en chacun de nous. Et à ce moment-là, c'est le travail de l'avocat d'ailleurs, il peut arriver à convaincre, parfois quand ça marche bien, parfois il peut être nul, et puis il y a des jours où on est moins inspiré que d'autres, et même après avoir beaucoup travaillé, il peut arriver à se faire écouter, à faire entendre, c'est magnifique parce qu'il est le porte-parole d'un de ses frères, d'un sujet de droit, à faire entendre le caractère singulier, particulier de la personne qu'il défend, surtout dans les tribunaux pour enfants ou dans les juridictions pénales, et d'amener le juge à avoir le courage parfois de changer sa jurisprudence, de dire jusqu'à présent, la Cour de cassation a jugé dans tel sens, aujourd'hui, j'ai été convaincu par ce qu'a dit cet avocat, il faut que le droit évolue, et je vais créer une nouvelle jurisprudence, une nouvelle règle, on peut dire, jurisprudentielle, qui permettra d'être peut-être plus clément dans certaines circonstances avec tel ou tel jeune ou tel sujet de droit. Voilà ce que je voulais vous dire de la façon, déjà j'ai été trop long, la plus brève possible, en vous disant, continuez à avoir ce courage de vous ouvrir et de prendre la parole. Appliquez cette phrase de Camus qui disait « Une pensée, mais pour la parole, c'est pareil. Elle est en perpétuel devenir, elle épouse votre expérience de la vie et elle s'y façonne. Alors laissez-vous façonner par l'altérité, par la lecture, par l'ouverture aux autres, par cette prise de parole, incarnez-la, cette parole, et puis après, le reste viendra. Suivez les chemins de votre cœur, faites comme Latifa et Benziaten, on n'est pas là pour faire des prouesses de brillance ou d'éloquence, et lancez-vous en conquérant joyeux comme le soleil, et rien n'échappera à votre ardeur. Alors, je vais m'exprimer, je vais être beaucoup plus brève, je pense, et je m'exprime au nom de tous les étudiants donc, du Collège de droit qui ont contribué à ce projet. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir ici, malgré les conditions difficiles que nous connaissons tous, et pour cela nous remercions Madame Crouzatier pour tout ce qu'elle a fait. Ce concours est le résultat de plusieurs mois de travail qui a été accompli avec les élèves qui se sont entraînés et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous souhaitons remercier l'école de la deuxième chance d'avoir cru en notre projet, de nous avoir ouvert ses portes et de nous avoir accompagnés, ainsi que l'université qui nous permet de mener ces expériences citoyennes et qui nous soutient dans leur réalisation. Enfin, nous voulons féliciter tous les élèves pour leur implication et pour leur évolution que nous avons vue. Nous sommes très fiers de vous. Voilà, merci à tous pour votre présence. Et nous accueillons Élise. Voilà. Bon courage, Élise. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, merci d'être ici pour écouter mon histoire. Emma et Matteo sont deux enfants ayant le même âge. Tout au long de leur vie, ils évolueront comme deux enfants ordinaires. En revanche, leurs parents auront une façon de faire différente envers eux, du fait qu'Emma soit une fille et Matteo un garçon. Tout au long de leur vie, une différence d'éducation de la part de leurs parents s'installera.
Ils n'auront pas les mêmes jouets, les mêmes habits. Leurs parents seront plus protecteurs avec Emma que Matteo. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que la société d'aujourd'hui essaie de nous faire comprendre qu'une fille est plus fragile qu'un garçon ? Nous ne pouvons répondre à cette question, car chacun d'entre nous trouvera à cette question sa propre réponse. Les enfants sont très régulièrement dans l'imitation et je pense que les parents ont un rôle à y jouer. Prenons un exemple. Si les tâches ménagères sont équitablement réparties, les enfants le remarqueront et reproduiront cela. En revanche, si la mère d'Emma a plus de tâches ménagères à faire, Emma le remarquera et inconsciemment elle sera dans l'imitation de sa mère et reproduira ce schéma. Ce schéma se reproduit de génération en génération. Dans certaines familles, cela évolue petit à petit, tandis que dans d'autres, cela stagne. Si je me tiens ici devant vous, c'est pour plaider l'égalité de l'éducation filles-garçons. D'autres diront que l'égalité filles-garçons existe déjà. Je ne suis pas de cet avis. Prenons un exemple. Matteo a maintenant 2 ans. Il se promène de temps en temps dans la rue avec sa poussette et sa poupée rose. Il a l'air très heureux. En revanche, pensez-vous que tous les passants passeront à côté de lui sans lui porter de jugement négatif ? Pensez-vous que tout le monde sera indifférent à cela ? Je ne pense pas. Malheureusement, encore aujourd'hui, certaines personnes jugent ce fait. Les parents de Matteo, spectateurs de cela, n'osent sûrement pas laisser leur enfant sortir dehors avec sa poussette et poupée rose, de peur que leur enfant ressente le jugement des gens. Ce cercle vicieux se perpétue alors de génération en génération. Alors, arrêtons de penser que le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. Je pense qu'en 2021, il est important de stopper cela. Arrêtons, nous, citoyens, de nous juger mutuellement et stoppons une fois pour toutes ce cercle vicieux. Merci de m'avoir écouté. Kevin, la parole est à toi. Oh putain. Mesdames, Messieurs, chers jurés, je vous remercie de votre présence. C'est un honneur de m'exprimer devant vous. J'ai une confidence à vous faire. Les métiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Je défends la cause des métiers d'Internet, youtubeurs, streamers, qui sont quotidiennement rabaissés alors qu'ils exercent un vrai métier. Mais qui sont ces gens ? Ce sont des créateurs de contenu sur Internet. Ils divertissent, je peux vous le confirmer. En effet, un jour de beau temps, mon moral était au plus bas. Je me suis rendu sur YouTube pour changer les idées et lancer une vidéo humoristique d'un dénommé Squeezie. Mais je vais éviter d'utiliser des mots techniques, vous qui avez connu le Club Dorothée. Même pas. En bref, cette vidéo m'a redonné le sourire. Tout cela m'amène à expliquer en quoi ce sont des vrais métiers. La première raison est économique. Ces métiers impliquent en effet une création d'entreprise qui est source de richesse. Nombreux à vivre avec cette activité. La seconde raison est d'ordre social. Fini les rendez-vous chez le psy. Ces nouveaux métiers transmettent le bonheur et joie de vivre aux spectateurs. Mais au-delà de l'argent, au-delà de l'aspect social, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une passion dont certains arrivent à faire leur métier. Mes contradicteurs vous diront que c'est un passe-temps qui ne demande ni effort ni investissement. Cher public, cet argument ne tient pas la route, car vous l'avez sûrement vu vous aussi, le télétravail est un vrai travail. L'épidémie
actuelle nous le rappelle chaque jour. Pour conclure, j'aimerais qu'on le respecte, ces nouveaux métiers, et qu'on leur donne la place qu'ils méritent. Pensez à dire vos prénoms, s'il vous plaît, quand vous commencez, pour qu'on puisse après prendre des notes. Je m'appelle Kevin. Kevin, merci. Bonjour, je suis Jade Normand. Mesdames et messieurs, membres du jury, je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique beaucoup entendue en ce moment, de tout parti et de tout milieu. Peut-on vivre sans discrimination? Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Imaginons, 2 élèves dans une classe reçoivent leurs notes. L'un reçoit un 18, l'autre reçoit un 8. On pourrait croire que ce n'est que le fruit de leur travail et que ceci est indépendant de qui ils sont, n'est-ce pas? Mais si on y regarde de plus près, la situation n'est pas si simple. À votre avis, lequel a eu la chance de bénéficier d'une éducation, d'un regard sur sa personne, de parents pouvant l'épauler et ayant du temps pour l'accompagner dans son apprentissage? J'en reviens à la question suivante. Selon vous, ne faut-il pas de l'argent pour bénéficier de toutes ces chances? Et là est pour moi le problème majeur. La discrimination ne vient-elle pas de la classe sociale? L'argent est pour nous tous un moyen de pouvoir et de survie. Augmentons nos chances de trouver un emploi, d'accéder à une éducation supérieure, de voyager et de vivre dans des quartiers aisés. Nous évitons la délinquance, le stress de ce que demain sera fait, la sensation d'enfermement. L'éducation dont nous bénéficions n'est pas la même. Par exemple, les lycées privés ont un meilleur taux de réussite au bac que le public. Les attentes des professeurs dans le public ne sont pas les mêmes que dans le privé. On demande plus aux professeurs dans le privé que dans le public. Les classes dans le privé sont en effectif réduit pour privilégier un meilleur accompagnement des élèves. Nous voyons donc que l'éducation, qui est une des bases de notre pays, ne fournit donc pas les mêmes armes et que elle, qui est censée nous réunir, est inégale. Mon deuxième argument est que la culture n'est pas la même, due à la différence de classe sociale. Une personne venant d'un quartier aisé n'aura pas les mêmes hobbies qu'une personne venant d'un quartier sensible. Prenons un exemple, la musique. Une personne venant d'un quartier sensible n'a pas l'argent pour se payer des cours de musique. Il ira donc logiquement vers un côté plus autodidacte de la musique, et donc plus vers du rap, qui ne demande ni instrument de musique, ni apprentissage du solfège. Alors qu'une personne aisée ira plus facilement au conservatoire et acquérira une vraie culture musicale. Sa classe lui permettra d'avoir un instrument de musique très cher, des profs le guidant vers la perfection. Ainsi, la classe sociale définit les centres d'intérêt. Pour conclure, la classe sociale est le fondement de la discrimination. Elle influe sur les choix éducatifs et culturels de chacun et ne donne pas les mêmes armes aux enfants dans la société. Pour finir, si l'argent est le pouvoir, alors donnons-nous le pouvoir d'avoir l'argent. Merci à vous. Adla, la parole est à toi. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon sujet, de par l'immigration. L'immigration, c'est partir de zéro dans un nouveau pays pour créer une nouvelle vie, qui sera entourée de nombreux défis et difficultés. Je suis pour l'immigration parce que je considère que la liberté de chacun devrait permettre de chercher une nouvelle vie ailleurs. Je suis arrivée en France en mai 2019. Depuis, je peux découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, chose que je n'aurais jamais pu faire autrement que par l'immigration. L'immigration permet beaucoup de choses. Apprendre les langues, communiquer avec de nouvelles personnes qui parlent cette langue,
découvrir de nouveaux lieux et une nouvelle nourriture. Et s'il y a de guerre, insécurité, etc., l'immigration permet d'être en sécurité. Et bien sûr, il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour apprendre les langues et faire des amis, mais pas impossible avec du temps et du travail. C'est une étape seulement. Malgré cela, je reste convaincue du bienfait de la migration, car il y a plus d'avantages. Merci beaucoup. Adrien, la parole est à toi. Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour à tous, pardon. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous sur un sujet qui nous rassemble autant qu'il nous divise, le cannabis. C'est un sujet qui me tient à cœur, car il soulève de nombreuses problématiques qui, à mon avis, ne sont pas résolues de la bonne manière. Je pars du principe que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Si l'on dépasse cette peur et que la science peut nous apporter des réponses quant aux vertus de cette plante, pourquoi ne pas la légaliser ? Il est vrai que les regards sont variés sur la question. Une partie des personnes lambda, les citoyens comme vous et moi, y sont pro-cannabis. D'autres, le gouvernement en premier, y est clairement hostile. Pourtant, au quotidien, de nombreuses personnes en consomment, certaines de façon récréative et d'autres à but thérapeutique. Il est primordial de différencier ces deux catégories et d'adapter les législations en prenant compte de ces deux facteurs différents. Si je me tiens ici aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire que dans certains cas, le cannabis peut être bénéfique et peut-être plus que les médicaments fournis par la science aujourd'hui. La science nous permet de guérir avec des médicaments qui, pour certains, peuvent être très dangereux et durs à vivre pour le patient. Je prends un exemple sur une personne qui m'est chère, mon père. Il était atteint d'épilepsie. La première fois que je l'ai vu tomber et amené aux urgences, ça m'a fait un choc. Les médecins lui ont prescrit de la morphine, un médicament dangereux et addictif. Pourtant, il existe une plante qui possède une vertu qui apaise le patient et est moins addictif que la morphine. Encore une fois, le cannabis. Le cannabis a un effet thérapeutique, il peut soulager le stress ou l'anxiété du quotidien. On dit souvent que le cannabis est bénéfique pour les hyperactifs. Si le cannabis était légalisé par notre gouvernement, mon père aurait pu recevoir un traitement adapté qui aurait été plus facile à vivre. Est-ce que dans cette situation, vous n'auriez pas à avoir le choix ? Maintenant, parlons de l'aspect économique. Dans plusieurs pays, comme le Portugal, le cannabis est légalisé. C'est un produit comme les autres, il est encadré par le gouvernement et est taxé comme un produit que nous connaissons tous, le tabac. Alors l'argent revient à l'État pour compléter les ressources pour le pays qui permettraient d'aider à construire des routes, des écoles ou bien des logements. Pour conclure, je ne cherche pas à vous dire que le cannabis n'est pas dangereux, il l'est. Mais quel produit n'est pas dangereux lorsqu'il est mal utilisé ? Non, je ne cherche pas à vous dire que le cannabis est sans danger, je cherche uniquement à le dédiaboliser, car ses vertus thérapeutiques et économiques sont une chance pour tous. D'autres pays l'ont légalisé avant, alors pourquoi pas nous ? Je vous remercie. Anita et Habiba. Habiba. Ok, Habiba. Habiba. Mais non, pourquoi le permis de conduire est important ?
Venez. Ah, non. Vous devez juste présenter la copie. Oh ben dites, c'est toi qui fais tout le boulot en plus. Alors allez-y, présentez-la. Oui, si, regardez. Allez dans le micro, vous dites bonjour à tout le monde, d'accord. Vous pouvez présenter votre copie. Bonjour à tout le monde. Voilà, un peu plus fort. Approchez des micros. Bonjour à tout le monde, je vous présente Anita qui vous parle et bien encore. Mais c'est bien, vous l'avez fait. Bonjour tout le monde. Je vais parler des permis de conduire. Pourquoi des permis de conduire est important? Mon ami avait eu un accident de voiture car il n'avait pas de permis de conduire. Il n'avait pas de connaissance de la route. Par exemple, l'effet de signalisation et les panneaux. Depuis cet accident, il est totalement paralysé. Le permis de conduire est important car il n'est donné qu'à ceux qui conduisent prudemment. Cela permet donc d'éviter les accidents de la route. Les gens disent que c'est trop cher, mais la vie est plus importante que l'argent. C'est important d'avoir un permis de conduire, car conduire peut être dangereux pour soi et pour les autres. Merci à vous. Abdoulaye. J'avais oublié votre main. Bonjour à tous. Je m'appelle Abdoulaye. Je suis heureux de m'exprimer devant cette assemblée sur une idée qui me semble très importante. La migration clandestine. C'est une chose très dangereuse pour les gens. J'ai connu beaucoup de gens qui ont quitté leur pays pour améliorer les conditions de vie. Ils ont perdu la vie. C'est pourquoi je suis contre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. La première difficulté est de quitter sa famille. C'est un gros sacrifice et très douloureux. Beaucoup d'immigrants morts avant de même arriver. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre. Alors, à votre avis, Madame Zemoussi, pourquoi ils veulent-ils partir à leur pays d'origine? Il existe 3 motifs principaux de la migration. D'abord, l'asile politique, et ensuite, le motif de travail, et enfin, le motif familial. Je souhaite insister sur le motif familial. Une très grande partie des émigrés sont partis pour des raisons familiales. C'est le manque de moyens pour faire vivre sa famille qui les pousse à partir à l'espoir d'un futur meilleur. Ils pensent que la migration est nécessaire et une bonne chose pour améliorer leur vie. Mais ils vivent dans la rue. Ils pensent obtenir un futur meilleur, mais la réalité est bien différente. La vie qu'ils ont imaginée n'est pas ce qu'ils ont en réalité. Ne sacrifiez pas votre vie. Ne risquez pas toute la vie à bien trop de valeur. Merci. Nostra.
Hi, everybody. I hope you are fine. Today, I would like to talk about library speech, especially in French. Du coup, aujourd'hui, je voudrais raconter pour vous une petite histoire. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu beaucoup de choses. Par exemple, la devise de certains pays, par exemple la Grèce, Italie, autres pays. Spécialement, la devise de la France, quand j'ai vu, c'était liberté, égalité, fraternité. C'était un peu bizarre pour moi, parce que, en fait, je sais que la devise pour la France et pour les gens de France, c'est très important et c'est super, parce que un parlement qui est membre du parlement qui crée les règles pour les autres, les droits, il pense bien qu'elle est bien pour les autres et elle va créer et dire pour tout le monde. En tout cas, quand je suis arrivé en France, peut-être vous pensez que pourquoi c'est bizarre pour moi. Quand je suis arrivé en France avec mes amis, c'était à Paris et Porte de la Chapelle. Presque 20 jours, on était là-bas, dans la rue. Et de temps aussi, c'était très, très froid. Et en 2016, 9 personnes sont mortes là-bas à cause du froid. Et en plus, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Et c'est pour ça qu'à mon avis, pour moi, la devise de la France, c'était très bizarre. Et c'est mon avis, vous ne pensez mal. Et en plus, aujourd'hui, je voudrais parler de liberté d'expression. Liberté d'expression de certains pays, spécialement de la France. Ici, en fait, peut-être vous savez que je suis afghan et je viens d'Afghanistan. Et en Afghanistan, il y a beaucoup de liberté d'expression en médias et en face de tout le monde, et en manifestation, gilets jaunes, toutes les choses. Et il y a beaucoup. Et en Iran, il y a un peu, très très peu. Et tout d'abord, je voudrais dire que peut-être vous savez ou ne savez pas, liberté d'expression, c'est-à-dire quoi? Peut-être pour une personne, c'est-à-dire une chose très bien, et pour une autre personne, c'est très galère et autre chose. Et à mon avis, liberté d'expression, c'est-à-dire dire la vérité pour tout le monde et ne cacher pas. Et on peut dire, on doit dire, on doit avoir le dire de la réalité pour tout le monde. Même ça va être contre le gouvernement. C'est pas grave. En anglais, on dit high ranks in government. Mais je ne sais pas, peut-être les personnes qui travaillent en gouvernement, c'est pas grave. Quand on est contre le gouvernement, peut-être on va raison. On va avoir raison, on a raison. Si on a raison, on doit dire la vérité. La vérité, c'était n'importe qui, même président. La vérité, c'est la vérité.
Parce que règle, le droit, c'est pour tout le monde, par les gens, pour les gens. C'est pour ça que le gouvernement crée par les gens et pour les gens, règle aussi. À mon avis, il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de limites de la liberté d'expression. À mon avis, on doit supprimer complètement limite de liberté d'expression. Parce que si on a fait la manifestation, et chez les jeunes, il y a d'autres types de manifestations. On ne sait pas que il y a beaucoup de personnes membres de manifestations, peut-être 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes, mais on ne sait pas qui va bien, qui est malade et en plus qui est drogué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent contre le gouvernement et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi elles veulent dire. Et en plus, c'est pour ça que je veux complètement supprimer la limite pour dire complètement la vérité. À la fin, je voudrais dire il faut respecter et ne pas insulter. OK, merci beaucoup. C'est gentil. Anis. Bonjour, mesdames et messieurs, les membres du jury. J'aimerais vous parler du délit de faciès. Je trouve que cette situation est profondément injuste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit plus contrôlé par les policiers selon son origine. Ce n'est pas normal non plus de se faire contrôler selon la façon dont on est habillé ou selon son apparence. Le délit de faciès est reconnu et condamné par l'État. Cela ne devrait donc plus arriver. La France prône la liberté, l'égalité, la fraternité. Quand un délit de faciès se produit, cette devise n'est pas respectée. Cette devise n'est pas respectée alors que la police est censée représenter la loi et donc la France. Ce délit de faciès se répète en plus dans d'autres situations. Il est parfois compliqué de trouver des stages quand on vient de tel ou tel pays. Le délit de faciès est donc grave, injuste, et il faut donc tout faire pour le combattre. Merci. Jonathan, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan, comme vous avez pu l'entendre. Je tiens à vous remercier pour votre attention, car il s'agit d'un sujet, d'une cause, qui me touche beaucoup. L'heure est grave. Il y a toujours de la haine raciale dans le monde. Les événements récents aux États-Unis et en France m'ont laissé constater, avec une certaine amertume, qu'il y avait toujours de la haine raciale, malgré les lois, et qu'elle continue à survivre depuis plus de 4 siècles. Au début, il s'agissait de colonisation, de meurtre,
d'appropriation culturelle, d'esclavagisme. À notre époque, c'est de la violence policière dont il est question. Assez troublant, bien que l'on ait évolué, que l'on puisse mettre fin à la vie de quelqu'un pour sa couleur de peau. Comment un gardien de la paix, celui en qui nous sommes censés confier notre sécurité, devient celui qui la pourfend? Je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes se laissent tant influencer par leur vision, alors qu'il s'agit seulement de l'un des 5 sens. En quoi la différence du taux de mélanine est-il un problème? Au-delà de ça, pourquoi autant d'a priori, d'insultes, ou même de regards noirs? En quoi gêne le fait qu'une personne soit différente visuellement, physiquement, auditivement, qu'une femme ait une barbe ou qu'un homme ait des talons? Tant de questions se posent en moi, mais elles sont toutes rhétoriques. Je pense que ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que la différence est la plus grande des richesses, et le changement dans une vie aussi, car elle permet des échanges de musique, de voyager, de faire de nouvelles rencontres, d'apprendre une nouvelle langue, découvrir de nouvelles coutumes et même de goûter de nouveaux plats. Sachant qu'à mon avis, 2 personnes ensemble qui discutent de tout et n'importe quoi et qui sont totalement identiques sur le plan physique et mental, c'est très rare et ça n'a pas trop d'intérêt. Sauf peut-être dans le cas, par exemple, dans le cadre professionnel où là, ça peut devenir très enrichissant. Et viendront mes opposants qui vous diront que j'ai tort, mais leurs arguments ne tiendront jamais, tout comme le racisme ne sera jamais défendable. Ils vous diront que les personnes de couleur sont dangereuses, qu'ils prennent leurs emplois, qu'il ne suffisait que de regarder en prison et de faire le constat que les personnes étrangères apportent des maladies, par exemple les Asiatiques avec le coronavirus, que le racisme anti-blanc existe. Bien des sottises quand on sait qui a aidé à construire les villes, qui a aidé à reconstruire les monuments, tout ce qui a été détruit par les guerres, qui a apporté des idées par rapport aux Égyptiens avec les pyramides, qui a apporté des objets de valeur qui sont maintenant exposés dans des musées valant des millions, alors que la fabrication n'a rien coûté et que c'était le fruit d'une culture et que le tout a été subtilisé. Qui a été appelé pendant les guerres pour aider et qui seront encore demandés dans les prochains avenirs? Ou même, qui est à l'origine de l'humanité? L'homme blanc ou l'homme noir? Ni l'un ni l'autre. Je sais que je peux paraître tranchant dans mes propos et je m'en excuse, tout comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes normales qui n'auront pas de comportement discriminatoire envers autrui. Tout ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est de ne pas juger les autres, de les comprendre et d'essayer de les écouter, car il y aura toujours quelque chose de merveilleux à vous offrir. Tant qu'il y a du respect et de la compréhension, bien sûr. Il y a des choses dans le monde que les êtres humains ne comprennent pas. Souvent, elles se transforment en peur. Mais ça, nous ne pouvons rien y faire, car le bon outil va avec celui qui a le sac le plus lourd. Pour finir, j'ai écrit un poème que j'ai appelé « Voyage léger ». Toi, le voyageur qui souhaite changer de pays, toi, cet étranger qui souhaite cette nouvelle vie, obligé de fuir ou de vivre ce renouveau, sache que ta liberté et de belles choses arrivent. Tu trouveras l'amour, des amis, un toit, sans que tu tombes sur celui qui te pointera du doigt. Il imagine que tu as voyagé pour lui. Il se trompe, et cela il ne le saura pas. Il aime juger et te critique pour qui tu es. Ignore-le et souris, comme je l'ai toujours fait. Oublie ceux qui te jugent et se méprennent. Aime ceux qui t'aideront et garde ton esprit au clair, car l'ignorance vaut bien 1000 paroles gaspillées. Merci. Mustapha, la parole est à toi.
Bonjour à tous. J'espère que vous et moi allons passer un bon moment au cours de cette présentation, de laquelle je vais essayer d'élargir votre vision sur le sujet dont je vais parler. Et je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes ici présentes, mais surtout l'étudiant de droit et l'enseignant responsable pour nous avoir guidés dans ce projet. Alors merci à tous. Je m'appelle Mousta et c'est aujourd'hui que je vais vous montrer ce que je pense de la peine de mort. Il est très difficile de savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort, car cela dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de ma propre expérience. J'étais un homme ordinaire qui n'avait jamais réfléchi à cette question. Et si on me l'avait posée, j'aurais répondu que j'étais contre ces mêmes réfléchis. Et je me positionnerai contre cette pratique précisément parce que je n'ai jamais pensé, c'est-à-dire pour manque de connaissances. Or, une nuit, tout a changé alors que je rentre chez moi en voiture après le travail. Sur ma route, j'ai vu des voitures de police et des ambulances passer à tout à l'heure. Moi, je n'ai pas prêté attention. Quand je suis arrivé dans mon lotissement, j'ai vu des phares des mêmes voitures de police. Et j'ai soudain réalisé que celle-ci tombe devant ma maison. Je suis immédiatement sorti de ma voiture et j'ai couru à toute vitesse chez moi. En arrivant devant la selle de ma porte, j'ai vu des policiers sortir de ma maison, tenant un homme menotté et plein de sang. À ce moment-là, mon corps a plongé dans une peur terrible, car j'imagine évidemment le pire. Après avoir vu tout ça sans hésiter, j'ai essayé d'entrer dans la zone interdite, devant laquelle un policier m'a arrêté et m'a dit que je ne pouvais pas passer. Moi, je lui ai répondu que c'est ma maison. Après qu'il me calme, il m'explique la situation. Alors je suis tombé en larmes, car c'était bien ça que je m'attendrais. Désormais, si vous vous mettez une seule seconde à ma place et que l'on vous demande, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Que répondez-vous? Ce que je veux dire ici véritablement, c'est que je pense que nous sommes tous favorables à cette pratique. Cependant, soit nous ne le savons pas vraiment, soit nous l'évitons de savoir. Car ce ressenti est tellement intériorisé qu'il se situe probablement à la périphérie de nos instants primaires. En raison évidente à mon propos, la fonction de justice. Nous sommes trompés pour les mots, nous devons savoir pardonner et l'autre chambre rendra justice. Mais oui, ce sont des tromperies pour gagner du temps. La justice dans son état pieux pour cite la phrase mythique « œil pour œil, dent pour dent ». Et dans ce cas, c'est lui que j'évoque vie pour vie. Un autre point important sera l'exercice de la légitime défense. En effet, puisque la victime n'en a pas pu exercer son droit à sa propre légitime défense, et vient la société le devoir faire pour elle. D'ailleurs, que pour dire que cette personne, ce criminel, c'est le condamné à une peine temporaire, qui pour dire que sa sortie de prison, elle ne recommence pas ce crime sur d'autres personnes. Je ne nie pas qu'en appliquant la peine de mort, vous prenez la vie de notre être humain et que vous le privez à son droit à la vie. Mais la peine de mort est toujours justifiée. Est toujours justifiée puisqu'il aussi, c'est criminel, qui lui donne le droit de prendre la vie de notre être humain. C'est pourquoi le condamner à une même sorte que sa victime, c'est la chose la plus juste à faire. Et si la société se veut plus bienveillante et décide de l'infliger un peu moins sévère, c'est alors une injustice. Oui, une injustice pour la victime. En outre, il est également vrai qu'il y a des condamnations à mort pour des personnes qui n'en ont pas pris de vie et qui n'en ont fait que de dégâts matériels. Celle-ci ne trouve qu'une justification. Celle-ci, un échec de la société. Celle-ci, une injustice. Aussi, si vous souhaitez véritablement parler de justice, n'essayez pas de prendre en gros, car c'est quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère. La justice existe de l'acier de côté sans sentiment. Personne n'en a le droit de priver une autre personne de ce droit, et si vous le faites, il a des conséquences. Il me semble juste que les conséquences soient les mêmes qu'elles sont subies pour les personnes qui ont leurs droits violés. Blanc, noir, la vie, la mort, yin, yang, l'harmonie entre les contraires. Et tout ça très simple, c'est un processus logique. Cause, effet, justice. Merci. Faiz, c'est à toi s'il te plaît. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis pour la légalisation du cannabis. Je suis là pour vous convaincre que le cannabis n'est pas si dangereux.
La survie des personnes qui sont malades dépend parfois du cannabis en tant que médicament. Le cannabis peut nous faire du bien pour soigner toutes les personnes qui se sentent malades, qui ont le cancer ou autre. Elles peuvent au contraire se sentir bien grâce à lui, tandis que l'alcool nous détruit physiquement. Par exemple, pas de mafia, pas de crime organisé en France. La criminalité en France a dépassé le plafond. Il faut trouver une situation pour baisser le taux de criminalité en France. En France, on fume pour le plaisir, mais le problème, c'est que si on se fait contrôler, on se prend une amende. On nous parle d'égalité et de fraternité en France, mais la France ne prend pas en compte ce que la population veut. Ensuite, la TVA est un impôt indirect, c'est l'impôt qui est le plus important pour la région. La TVA a rapporté environ 157 milliards d'euros en France en 2014, soit près de la moitié des recettes fiscales de l'État. En comparaison, l'impôt sur le revenu en représentant un peu du quart. 54% des Français sont favorables à l'égalisation et 9 sur 10 sont favorables à son utilisation thérapeutique. Par exemple, Bob Marley n'est pas aussi fou qu'on le pense. Ce n'est pas un marginal, c'est un homme honnête et bien pour sa population et pour la France. Enfin, il faut mieux sensibiliser les gens, libérer la parole. On ne veut plus de violence. On est fatigué. On doit se sentir en sécurité en France. On doit poursuivre les personnes qui ne respectent pas les règles. On doit se sentir en sécurité en France. On doit poursuivre sans penser que se fera taper dessus, sans passer en sortant de chez soi qu'on va se faire tuer ou agresser, comme par exemple à l'arrêt Trois Coquets. On n'en veut plus de tout ça. Il faudrait que les paroles suivent les actes pour mieux se sentir en sécurité. Merci. Romain. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs. Ils s'appellent Cédric, David, Anna ou encore William, et comme tous les autres détenus de France, ce mardi matin, ils se sont réveillés, les uns à côté des autres, dans une petite pièce exiguë, malodorante, quelques cafards au sol. Imaginez-vous, comme eux, devoir vous réveiller et affronter la dure réalité de la prison, l'agressivité des détenus, la dure réalité de la surpopulation carcérale. La surpopulation carcérale en France, cette horreur, cette réalité, ce tabou. En 2017, dans notre pays, on comptait plus de 65 000 détenus pour seulement 55 000 places. Cela ne représente peut-être rien à vos yeux, à peine quelques détenus de trop, des cellules partagées, rien de très grave. Pourtant, la plupart des personnes témoins de cette réalité, détenus comme surveillants, le vivent comme une réelle souffrance, comme une réelle horreur. Ce ne sont que des détenus, me direz-vous. Des détenus, oui, mais des humains surtout. Des humains que l'on entasse à 3 ou 4 dans des petites pièces de 6 à 9 mètres carrés tout au plus. Des humains que l'on condamne car ils n'ont pas respecté la loi, alors que nous-mêmes ne la respectons pas, chaque détenu ayant normalement le droit à sa propre cellule. Ce problème en pose un autre. Le nombre de personnes retrouvées mortes dans leurs cellules suicidées, pendues, noyées, droguées, est extrêmement élevé, atteignant même un pic en 2012 avec 123 personnes retrouvées mortes, suicidées dans leurs cellules. Ces mêmes cellules devenant ainsi leur tombeau, des détenus morts en prison, n'y a-t-il pas là une belle ironie pour un pays dans lequel la peine de mort a été abolie depuis plusieurs années? Réalisez-vous que parmi tous ces gens se trouvent de potentiels innocents en attente de leur procès, se trouvent des personnes condamnées pour des délits mineurs qui ne demandent qu'à être réinsérés dans la société. Tous ces gens, toutes ces personnes, tous ces humains, nous les hébétons
Nous leur faisons perdre toute dignité, toute décence. Rendez-vous compte, à 3 ou 4, dans une petite pièce, mal entretenue, devoir aller aux toilettes devant vos codétenus. Dites-moi comment, en traitant des humains tels des animaux, nous pouvons les transformer en de meilleurs hommes. Dites-moi comment, en traitant ces gens aussi mal, nous pouvons les transformer, les changer en de meilleurs citoyens. En conclusion, je dirais que la surpopulation carcérale est un vrai problème. Un problème trop souvent négligé, un problème que nous devons régler. Condamner quelqu'un ne doit pas vouloir dire lui enlever sa dignité. Merci. OG. Jérémy, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vous remercie de me laisser m'exprimer devant cette assemblée aujourd'hui. Je tenais à réfléchir et possiblement vous faire réfléchir, chère audience, sur une question aussi ancienne que l'être humain. Comment réagir face à une agression, une humiliation, un débordement? Il existe plusieurs façons de réagir à ce genre d'attaque. Certains, poussés par la colère, la rage, la honte, choisiront la violence. La violence est un choix. Celui qui s'engouffre dans cette voie fait toujours le choix le plus facile. Celui qui s'engouffre dans cette voie pour parvenir à ses fins fait toujours le choix le plus facile. Car il est parfois plus simple de fermer les poings que d'ouvrir son cœur. J'ai déjà traversé cette situation par le passé avec un ami. Il s'en est pris à moi, m'a insulté et frappé. J'aurais pu fermer les poings, mais j'ai trouvé le courage de lui ouvrir mon cœur et de lui pardonner. Cela s'est passé il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi proches. Et je peux affirmer sans hésitation qu'il est mon plus grand confident, mon plus grand ami. Personne ne réagit à la violence de la même façon. Il y a les nerveux, ceux qui au moindre débordement sortent les crocs. Les adeptes de la vendetta n'ont qu'une idée, vaincre le mal par le mal. D'autres, plus mesquins, ne vont pas réagir immédiatement. Ils nous donneront peut-être l'impression de ne pas être affectés, mais plus tard, quand vous entrez dans la salle de classe ou le lieu de travail, vous entendrez des chuchotements, des rires, des insultes étouffées. Vous vous direz certainement que ce deuxième type de personne est plus mesuré. Il y a plusieurs façons de se venger, mais pas seulement de manière physique. Les mots peuvent tout autant blesser que les poings. Quel que soit le type, la violence engendre la violence. Elle nous prend au piège et nous pousse à aller toujours plus loin. Elle maintient notre esprit captif dans cette spirale. La vengeance peut avoir des conséquences graves. Chère audience, il est nécessaire, il est primordial de briser le cercle. Cette spirale de violence ne peut être la solution. La seule sortie possible, c'est la mort ou le pardon. Il est parfois difficile de faire un choix, mais nous devons faire l'effort de pardonner et nous donner la chance d'être pardonnés. Merci. Bien, alors je vais vous annoncer les résultats en vous précisant qu'on a été très impressionné par la qualité de vos prestations. Alors je commence par le premier, qui a fait instantanément l'unanimité et qui peut s'avancer. Il s'agit de Romain, qui a le premier prix.
Vous permettez un truc, on peut y aller. Alors, le deuxième prix est remis à une jeune fille qui s'appelle Jade. Le troisième prix a été accordé à Jérémy. Et enfin, le jury a décidé d'attribuer un prix spécial, qui est un prix du cœur, à Faïs.